Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct aujourd'hui. Je reçois Thierry Braillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire d'État au sport. Alors Thierry Braillard, on va commencer par le gouvernement. Hier, manifestation contre l'austérité, 4200 personnes à Lyon, près de 120 000, voire 300 000 à Paris, on ne sait jamais avec ces chiffres. Bref, la grogne monte contre la loi Macron, contre différentes choses, la loi de la santé. C'est compliqué aujourd'hui pour le gouvernement. La grogne est parcellaire. Le gouvernement ne mène pas une politique d'austérité. En 2014, ça faisait très longtemps que le pouvoir d'achat des ménages n'avait pas augmenté. Il a augmenté, le pouvoir d'achat. Et les mesures prises, notamment à travers le pacte de responsabilité et de solidarité, sont là pour aider, soutenir, notamment nos compatriotes qui sont le plus dans le besoin. Donc cette manifestation hier était prévue au niveau européen depuis 4 ou 5 mois. Elle n'a rien à voir avec la politique économique du gouvernement. Et je peux vous dire qu'actuellement, les chiffres d'une reprise, les chiffres d'une compétitivité, les chiffres qui vont nous amener à augmenter et améliorer la croissance de notre pays, qui sera derrière créatrice d'emplois, ces chiffres-là vont plutôt dans le bon sens que dans le mauvais sens. Ça vous y croyez, mais il n'empêche, il y a quand même eu, par exemple, la sanction au niveau départemental, oui, sur les départementales ou, Alors, j'aime pas trop le sanction parce que les élections départementales portent bien leur nom. Elles sont départementales. Donc on veut aujourd'hui tirer les enseignements d'un scrutin local des enseignements nationaux. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il y a comme élection nationale? Il y a l'élection présidentielle et l'élection législative. Ensuite, ce sont des scrutins locaux. Et que vous voyez très bien qu'il y a des départements où la gauche a su très bien résister, d'autres où elle n'a pas résisté du tout. Mais je pense qu'il est délicat d'en tirer des enseignements généraux. Enfin, il n'empêche, le résultat est là. Et la gauche recule quand même en termes de pouvoir. Il faut dire qu'en 2011, elle avait beaucoup augmenté. Et qu'il y a une chose qu'il faut aussi dire, c'est que c'était une nouvelle loi électorale qui était liée à ces élections. Et que pour la première fois, les élections départementales, anciennement du Conseil généraux, renouvelaient l'intégralité des départements. Alors qu'en 2011, ce n'était que la moitié qui était renouvelée. Et malgré cette moitié, en 2011, si vous voulez qu'on parle vraiment d'échec électoral, à l'époque, la droite avait subi un échec très cuisant. Alors, vous n'êtes pas socialiste, vous êtes membre du parti radical de gauche, PRG. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce gouvernement? Complètement. Le gouvernement n'est pas un gouvernement socialiste, c'est un gouvernement socialiste et radical de gauche. C'est trois ministres. Nous sommes 3 ministres et nous nous sentons surtout très bien, non pas par rapport à notre statut personnel, par rapport à la politique qui est menée par le Premier ministre. C'est la politique que les radicaux défendent, c'est la politique qu'il faut mettre en œuvre pour le pays. Là, vous vous sentez vraiment à l'aise, vous soutenez pleinement... Sincèrement, on se sent parfaitement à l'aise. Et sur cette ligne politique, sur la ligne politique qui est menée par le Premier ministre. Cambadélis a parlé aujourd'hui de dire qu'il faudrait peut-être arrêter, plus d'investissement, etc. Vous n'avez pas autre chose à dire au PRG? Vous êtes... Nous, le PRG, ce qu'on dit, c'est qu'il faut à un moment donné des résultats concrets. Le pacte de responsabilité et de solidarité a été initié par le président de la République le 14 janvier 2014. De par notre législation, il est applicable que depuis le 1er janvier. À l'époque, si vous vous en souvenez bien, le patronat s'était engagé à créer 1 million d'emplois si nous mettions en place ce pacte de responsabilité et de solidarité qui concerne des économies réalisées par l'État et un soutien notamment à l'emploi et à l'embauche. On se rend compte aujourd'hui que quelques mois après, le patronat a du mal à passer des discours aux actes, puisqu'il n'y a très peu d'accords de branche qui ont été signés par rapport à ce pacte de responsabilité et de solidarité. Donc je pense que quand on mène une politique, il faut que tout le monde soit derrière et pousse derrière. Du coup, je le reproche notamment par rapport au constat que certaines branches n'ont pas réussi à trouver un accord par rapport à ce pacte de responsabilité. Je pense qu'il faut que le patronat prenne un peu plus ses responsabilités. Alors vous, donc, comme je vous l'ai dit, secrétaire d'État au sport, vous avez fer de lance, j'allais dire, c'est le statut du sportif de haut niveau. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup étonné, par exemple à Rio en 2016, près de la moitié des
futurs médailles, enfin ceux qui peuvent venir, vivent au-deçà du seuil de pauvreté. Oui, c'est d'autant plus étonnant que l'opinion publique est totalement détachée de cela. On a plutôt l'image des footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent. Pour deux raisons. Parce qu'il y a cette image du footballeur qui gagne beaucoup d'argent, et puis parce que les athlètes eux-mêmes sont plus que pudiques, c'est-à-dire qu'ils acceptent la précarité lorsqu'on décide de faire une carrière de haut niveau comme une fatalité. Et donc, ils acceptent de vivre à moins de 500 € par mois, parce que leur objectif, c'est la médaille, leur passion, c'est leur sport. Et avant finalement leur vie, mettre leur passion tout à fait. devant. Et c'est la raison pour laquelle il fallait à un moment donné que la nation soit reconnaissante vis-à-vis de ses sportifs et remettre sur la table, sur l'établi, j'allais dire, ce qu'on appelait le double projet, c'est-à-dire un soutien pendant la carrière avec une réinsertion professionnelle à la clé. C'est la raison pour laquelle, en dehors d'une initiative qui sera législative, où on va protéger encore plus socialement les sportifs de haut niveau, j'ai pris une seconde initiative de réunir plus de 60 entreprises qui se sont engagées à soutenir ces sportifs durant leur carrière et à les insérer en leur sein après leur carrière. Il n'y a pas que, j'allais dire, que finalement l'État, mais voilà, les entrepreneurs aussi mettent la main dans l'État participait déjà avec l'aide personnalisée, mais je pense qu'il était bon d'aller sur le public-privé et de montrer que c'est la nation qui est reconnaissante. Comme quoi, des entreprises savent jouer le jeu et ont compris, d'une part, qu'un sportif en leur sein pouvait amener une plus-value, et puis qu'il y avait ce côté patriote qui nous les amenait à aller dans cette opération. Thierry Braillard, vous êtes aussi un élu de Lyonnais, maintenant, enfin, même si toujours. Vous êtes toujours, vous l'êtes toujours. Comment voyez-vous, vous, du gouvernement, notamment la construction de la métropole ? Écoutez, je trouve qu'il faut féliciter Gérard Collomb, parce qu'au débat à l'Assemblée nationale, on a beaucoup entendu parler du Grand Paris, on a beaucoup entendu parler de Marseille, Aix-Provence, et puis je vois les difficultés qu'il y a à sortir des mots. À Lyon, la métropole, elle est sortie des mots, elle est aujourd'hui concrète. Elle existe depuis le 1er janvier. Donc, j'allais dire, ça fait des années qu'on a entendu des discours politiques, de droite comme aussi de gauche, parlant qu'il fallait revoir le millefeuille administratif et politique, qu'il fallait modifier les institutions. Et j'allais dire, à Lyon, on l'a fait. Et donc, c'est pas simple, parce que c'est pas simple du jour au lendemain de joindre et le Conseil général et le Grand Lyon, mais au moins c'est fait. Et vu de Paris, c'est avec un regard plus que bienveillant qu'on peut voir cette métropole de Lyon exister et avancer. Alors, en revanche, entre le PRG et le PS lyonnais, ça a quelques petits points de vue de divergence. On l'a vu très concrètement, j'allais dire, aux élections partielles municipales de Vénissieux, où le PRG a décidé non pas de suivre la liste PS, comme ça avait été le cas l'année dernière, mais de suivre la liste de Madame Picard. Vous êtes fâché avec Gérard Collomb ? Absolument. Alors, d'une part, c'est le PRG, il ne faut pas me voir que j'ai la main sur tout. Vous êtes quand même le leader du PRG à Lyon, vous ne pouvez pas le nier. Je profite de l'occasion pour le dire, on a un parti, et donc c'est pas moi qui, de Paris ou de Lyon, vais dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est une décision collective. Et puis je pense que le PRG, depuis quelque temps, même avant les départementales, parlait d'un rassemblement nécessaire de la gauche. Je crois qu'aujourd'hui, compte tenu de l'émergence assez nauséabonde du Front National, la gauche doit se rassembler. Et ce qui s'est passé à Vénissieux, dans l'esprit des radicaux de gauche, c'était de rassembler la gauche pour éviter qu'elle se disperse. Et je vois que les résultats. Vous l'avez fait et je vois que les résultats, autour de Michel Picard, mais non pas du candidat socialiste. J'allais dire, il y avait une équipe sortante à laquelle et les socialistes et les radicaux participaient. Soit véritablement on n'est pas d'accord, et dans ces cas-là, on quitte l'équipe. Si on est d'accord, il est difficile derrière de se disperser. Moi, vous savez, les radicaux de gauche ont une vraie qualité en politique, c'est la loyauté et la fidélité. C'est-à-dire quand on est dans une équipe, dans un exécutif, notre seule ambition, c'est de gagner pour l'intérêt général, pour le bien de nos concitoyens. On n'est pas là tout de suite pour essayer de créer des quiproquos, voire de réfléchir à marquer un but contre nos camps. On ne fonctionne pas comme ça, nous. Donc, maintenant, même si on est comme ça, on n'est pas toujours récompensé.
Du coup, pour les élections régionales, vous êtes d'accord quand Jean-Jacques Kern dit il faut rassembler dès le premier tour? C'est un discours sage et évident. Il faut aller vers le rassemblement des forces de gauche. Voire peut-être même un petit peu centre-droit, en tout cas. Bien sûr. Il appelle ceux qui ne se retrouvent pas en Laurent Wauquiez. Il a d'autant plus raison. Peut-être. Il a d'autant plus raison que. On peut, de l'UDI, j'allais dire, du centre-droit au front de gauche, rassembler comme ça? Bien entendu. Il ne se passe pas un jour sans qu'un centriste se plaigne de la désignation de Laurent Wauquiez. Il me semble qu'ils étaient plutôt, eux, sur une désignation de Michel Barnier, qui, il est vrai, avait une autre image, un autre positionnement politique, bien plus centriste, bien moins à droite, puisque des fois, on a du mal à voir des différences entre la droite très dure et Laurent Wauquiez, qui ne parle que d'assistanat, comme si tous les gens qui étaient dans la difficulté étaient des profiteurs du système. Enfin, je veux dire, c'est une vision quand même très caricaturale de notre société. Et connaissant beaucoup de centristes, parce que vous savez que les radicaux, on est avec les radicaux valoisiens, on n'est pas très loin, on nous arrive de dialoguer ensemble, c'est vrai qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette vision très droitière de la vie publique. Donc si Jean-Jacques Kern arrive à faire ce rassemblement, sachez que les radicaux seront derrière et soutiendront cette initiative. En septembre, en parlant des radicaux, en septembre prochain, il y a un nouveau congrès pour vous. Vous allez... Congrès national. Oui, congrès national. Vous allez briguer la présidence du PRG? Écoutez, au moment où on parle, ma décision n'est pas prise. J'ai dit que je ne m'interdisais rien, car je pense que le PRG a besoin de renouvellement. Il y a de jeunes cadres qui arrivent et qu'on doit mettre en responsabilité. Je pense que les partis politiques doivent s'adapter à l'évolution de notre société et non pas rester toujours sur d'anciens schémas. Jean-Michel Bellay a fait son temps pour vous? Il n'est plus sénateur, il a perdu la présidence du département Tarn-et-Garonne. Je ne veux pas lier les deux parce que je regrette aussi la perte du département du Tarn-et-Garonne, même si nous avons quand même pu conserver 3 autres présidences de conseils départementaux et qu'avec nos 80 conseillers départementaux, par exemple, nous en avons bien plus que le Front National. Mais on ne parle pas beaucoup des radicaux de gauche, donc déjà je voulais vous remercier de m'avoir invité et vous dire que ce n'est pas lié. Je ne sais pas d'ailleurs si Jean-Michel Bellay se représentera, il n'a rien dit là-dessus, en tout cas moi je ne m'interdis rien. 2020, Lyon? C'est plus loin. 2017 législative. Législative déjà? Ça me suffit. Normal. Ça me suffit. Vous savez, les plans sur la comète, les plans de carrière, je pense que les Français aujourd'hui les rejettent parce qu'ils ne les comprennent plus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des résultats concrets dans les politiques que l'on mène, des résultats au quotidien. Moi, je me suis engagé, quand j'ai été élu député, à soutenir François Hollande. Je suis au gouvernement de Manuel Valls, dans lequel je me sens très bien avec la politique qui est menée. Cette politique, elle va être sanctionnée positivement ou négativement. Ça sera les présidentielles et les législatives qui suivront. Très sincèrement, ça suffit à toute mon énergie. Donc mon seul objectif, c'est 2017 et je ne veux pas nourrir quelconque polémique pour aller au-delà. Merci beaucoup Thierry Braillard d'avoir été notre invité aujourd'hui. On se retrouve très bientôt sur lyoncapital.fr.